Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Nous vous remercions d'abord pour votre disponibilité, pour Merci. l'ouverture et aussi l'accessibilité. Tout d'abord, je me présente, Livas Laïtchaw de l'ERAL. En fait, pour commencer, la première question va être centrée par rapport à l'affaire Petro-Tim. Vous pourrez avoir l'occasion de nous éclairer sur les affirmations de M. Sonko et aussi de ces accusations qui n'ont pas été... Il n'y est pas allé de main morte en tout cas. Il a dit que vous devez 90 milliards au fisc ainsi que 22 milliards qui n'ont jamais atterri dans les caisses de l'État. Nous attendons quelques éclaircissements par rapport à ça. Ensuite, nous rebondirons sur une autre entreprise qu'on dit que vous possédez, qu'il s'agit d'une entreprise d'aviation par rapport à Patrick Correa, etc. Vous nous expliquerez par rapport à tout ça. Et ensuite, par rapport aux transactions d'exploitation des blocs pétroliers Saloum, onshore, et Sénégal Sud, etc. Voilà. Et ensuite, par rapport à tout ça, vous pourrez éclaircir sur les points que vous considérez, voilà, qui nécessiteront un éclaircissement. D'abord, sur l'affaire Petro-Tim, que pouvez-vous nous dire? Ce que je voudrais dire sur l'affaire Petro-Tim, c'est que il y a des questions essentielles. La première question, c'est est-ce que je suis actionnaire de Petro-Tim ou est-ce que je suis actionnaire d'une quelconque société travaillant dans les hydrocarbures, à savoir le gaz ou le pétrole? La réponse, elle est non. Je suis actionnaire ni de Petro-Tim, ni d'aucune autre société au monde travaillant dans les hydrocarbures, que ce soit dans la recherche, l'exploitation, la production ou la distribution de pétrole. N'étant donc actionnaire d'aucune société, je ne peux pas non plus être actionnaire de Petro-Tim, cela va sans dire. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai montré l'acte de création de Petro-Tim Sénégal, dans lequel acte il est mentionné clairement mon statut d'administrateur, c'est-à-dire de celui qui gère. Dans cet acte, il est aussi mentionné clairement que la société Petro-Tim Sénégal est la filiale appartenant à 100% à la société Petro-Tim Limited, qui, elle, est détentrice des blocs de Kayar Offshore Profond et Saint-Louis Offshore Profond. Mais malgré le fait que j'ai montré cet acte, qui est un acte notarié, le notaire, il s'appelle Maître Moussa Mbaké. Il a pignon sur rue, son adresse est ici à Ponty. En tant que notaire qui a créé cette société, il peut quand même apporter un éclairage. Les gens n'ont qu'à aller le voir. Mais malgré le fait que j'ai montré cet acte, mes accusateurs continuent d'insinuer que je suis actionnaire. Cela démontre que ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité. C'est un acharnement contre ma personne et un acharnement contre la gouvernance du président Macky Sall. Acharnement dont le seul but est de dire que voilà, Abdoulaye Wade avait son Karim Wade, Macky Sall a son Aliou Sall. Je voudrais dire solennellement ici qu'il n'en est rien, que je ne suis pas actionnaire de Petro-Tim, ni d'une quelconque autre société travaillant dans l'hydrocarbure au Sénégal ou à l'international. Ceci dit, je dois quand même rappeler un fait important sur lequel la presse se tait et mes accusateurs se taisent. C'est que les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et de Kayar Offshore Profond ont été octroyés à la société Petro-Tim Limited par le ministre d'État Karim Wade et le président de la République Abdoulaye Wade. Ça aussi, j'ai montré les documents, mais personne ne semble s'y intéresser. Il y a donc, je crois, manifestement une intention de nuire et une intention de diaboliser une personne, mais cette intention-là ne coïncide avec aucune réalité. Je vois dans votre argumentaire que par rapport à ces accusations-là, leur seule motivation, c'est de nuire à votre personne. Donc, vous vous placez dans ce cadre des politiciens qui sont ciblés par d'autres politiciens ou bien par d'autres personnes qui veulent seulement nuire à votre réputation.
Maintenant, il serait important de montrer quelles sont les réelles motivations par rapport au vrai visage de ces personnes-là. Non, mais c'est ce que je dis. C'est des politiciens qui n'ont plus d'arguments. Parce que quel peut être l'argument contre un gouvernement? C'est des problèmes de performance économique ou des problèmes sociaux. Mais sur l'économie, le gouvernement de Macky Sall est imbattable. Il est démontré et tout le monde l'accepte qu'on a une croissance économique qu'on n'a jamais égalée dans ce pays. Au plan social, le gouvernement est imbattable. Ce que le gouvernement de Macky Sall a fait pour les démunis, pour l'éducation, pour la santé, il n'y a aucun autre gouvernement qui ait réussi à le faire depuis l'indépendance. Donc, et ce que je dis là, c'est valable pour beaucoup d'autres secteurs, dans les infrastructures, etc., etc. On a multiplié par 10 ou même plus toutes les réalisations jamais faites par un gouvernement au Sénégal. Donc, qu'est-ce qui reste à faire pour une opposition? C'est de se comporter en spécialiste des scénarios. Ils ont modélisé un scénario digne de Hollywood ou de Bollywood, créant des histoires mais totalement rocambolesques, et en essayant de les faire passer pour une réalité alors qu'il n'en est rien. C'est malsain, c'est dangereux pour le Sénégal et c'est triste pour la démocratie sénégalaise. Mais je voudrais dire aussi, je sais qu'en le disant, je vais encore me faire attaquer, mais je pars du fait que je ne peux pas être plus attaqué qu'actuellement. La presse a une responsabilité. Mes confrères ne peuvent pas se permettre, depuis 3 ans, de s'arrêter sur une question qui a été élucidée, mais sur laquelle ils reviennent toujours. Aliou Sall a une part du pétrole du Sénégal. Alors que ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas pourquoi un journaliste ne prend pas la responsabilité d'aller chercher l'information et de dire non, ce n'est pas vrai, ou de démontrer que c'est vrai, mais en exhibant quand même une preuve. Mais ce n'est pas responsable pour la presse de continuer à agiter une question depuis 3 ans sans aucune nouveauté, sans aucune information nouvelle. Ça aussi, je crois que c'est de notre responsabilité de journaliste et c'est dommage, ce n'est pas fait. Voilà, donc pour cette question-là, je pense qu'on a cerné le problème, mais il s'agirait de nous éclaircir par rapport à ces affirmations. Parce que les chiffres 90 milliards et 22 milliards ne sortent pas du néant. Oui, ça, je pense personnellement que c'est des chiffres qu'il a posés parce qu'il savait des choses. Vous voyez, vous-même vous dites... Nous voulons des éclaircissements par rapport à cela. Vous-même vous dites, vous pensez. Voilà, c'est une pensée. C'est une pensée. Qui est loin d'être subjective. Donc votre pensée a beau être noble, mais elle n'est qu'une pensée. Bien sûr. Moi, comme vous avez dit, vous m'exigez des faits. Mais il faut exiger à ce monsieur-là, à ce comique, il faut exiger de sa part, mais de démontrer en quoi moi, pauvre Aliou Sall, je puis devoir 90 milliards ou 22 milliards à l'État du Sénégal. C'est de l'affabulation. Ce monsieur est un comique. Je ne crois pas qu'il y ait au Sénégal une société qui paye 90 milliards au fisc. Le fisc gagne environ annuellement dans les 900 000 milliards. Alors comment un pauvre Aliou Sall peut devoir 90 milliards au fisc? Ce n'est même pas sérieux. Je comprends. D'abord, en ce qui me concerne, je suis propre par rapport au fisc. Je déclare mes revenus. Je veux dire des revenus non salariés. Puisque sur le salaire, la fiscalité, elle est défalquée depuis le départ. Donc, je déclare mes revenus depuis 2008. Parce que c'est depuis 2008 que je suis propriétaire immobilier, que je loue mes biens et que je gagne de l'argent en dehors du salaire. Depuis ce moment, je déclare mes revenus et je paye mes impôts. S'il y a un problème sur ma situation fiscale personnelle, mais on n'a qu'à le dire, puisqu'il a accès aux informations. Et lui, il s'est fait le spécialiste de la divulgation de l'information concernant les contribuables. Mais il n'a qu'à exhiber mon dossier personnel, parce que j'ai quand même un dossier aux impôts et domaines. Mais il essaie de faire de l'amalgame entre Aliou Sall et des sociétés qui opèrent, premièrement. Deuxièmement, même pour ces sociétés, qu'il s'agisse de Petrotim ou de ses héritières, puisque Petrotim a transféré ses droits et charges à Timis Corporation, ensuite à Cosmos, pour certaines de ses charges. Il n'y a pas de fiscalité, pour la simple raison que le Code pétrolier du Sénégal
qui date d'avant Abdoulaye Wade, je ne parle même pas de Macky Sall, précise que les sociétés qui sont actives, qui sont détentrices de permis de recherche en hydrocarbures, sont exonérées de toute taxe et impôt. Ça, c'est écrit clairement. Et même les différentes modifications de textes qui ont suivi après ont toujours précisé que les sociétés qui avaient été détentrices de ces permis auparavant, avant ces réformes, maintiennent leurs privilèges. Et comme je le dis, il ne s'agit pas de droits qui nous est donné, qui ont été donnés par Macky Sall ou même par Abdoulaye Wade. C'est des droits qui sont donnés par le code pétrolier, c'est-à-dire par la loi sénégalaise. Et donc, puisque la loi exonère ces sociétés, je ne vois pas comment ces sociétés vont devoir 90 milliards. Pour quelqu'un qui se dit spécialiste, qui est inspecteur, je crois, des impôts, et je préfère être gentil et croire qu'il connaît. Mais s'il connaît, ça veut dire que c'est le plus malhonnête des Sénégalais. Et sa seule intention, c'est effectivement, comme il le dit en privé, c'est de se donner de la surface, du volume, pour apparaître comme un homme politique crédible, parce que j'ai eu dire qu'au gré d'une discussion, quand les gens ont évoqué l'élection de 2019, il a dit c'est tant mieux, parce que 2019, ça me donne le temps de me préparer et d'être un candidat sérieux. Donc Sonko, comme il l'a dit et il le répète dans des conférences de presse, c'est un homme politique. Et tout ce qu'il fait, c'est dans le cadre politique. Et il faut comprendre ce qu'il dit, les sottises qu'il développe, comme étant simplement de déclarations politiciennes. Et c'est triste. Je ne suis même pas sûr qu'il est aussi propre que moi au plan fiscal. Il faut qu'il déclare son patrimoine et qu'il explique d'où est-ce qu'il a pris ce patrimoine. Parce que nous en connaissons un peu de son patrimoine, y compris son patrimoine immobilier. Et je ne crois pas que ses revenus de fonctionnaire lui permettent d'avoir ce patrimoine. En tout cas, moi, je suivrai cette question de la même façon que d'autres citoyens sont allés porter plainte contre moi à l'OFNAC. L'OFNAC m'a convoqué à plusieurs reprises et j'ai répondu à toutes les questions. Et non seulement j'ai répondu aux questions de l'OFNAC sur mon patrimoine, mais à chaque fois, j'ai exhibé les documents qui prouvaient que mes revenus couvrent largement mon maigre patrimoine. Donc, M. Sonko, je l'invite, puisque c'est un soi-disant champion de la transparence, de faire une déclaration sur son patrimoine et surtout après, de justifier comment il a pu obtenir ce patrimoine. Par rapport à cette, j'ai cru entendre une forme d'accusation par rapport à M. Sonko, par rapport à son manque de transparence, par rapport aux accusations qu'il vous fait. Non, je pose une question. Après avoir répondu, j'ai quand même répondu à ces accusations. Mais je dis, puisque par rapport à son patrimoine, lui-même, c'est un champion de la transparence, la moindre des choses voudrait que M. Sonko déclare son patrimoine, et précisément son patrimoine immobilier. Je n'aimerais pas légiférer sur ce sujet-là, mais j'ai cru entendre un soubassement de son patrimoine n'est pas clair. Je soupçonne. Voilà, j'aimerais que vous approfondissez par rapport à son patrimoine. Je dis que je soupçonne que Sonko se soit enrichi, mais de façon très floue. Parce que vous savez très bien, pour avoir la prétention de se positionner comme un candidat à la présidentielle, il faut avoir pas forcément des sous, mais il faut avoir une certaine crédibilité. Soit il est soutenu par d'autres gens, soit ce monsieur-là, il est assez riche et pense que cette richesse peut lui permettre de faire campagne. Et c'est pourquoi il a son parti politique, c'est tout à fait normal. Mais avant d'accuser les gens, il faut que lui-même il déclare c'est quoi son patrimoine. D'accord, je vois bien. C'est simple. Bien sûr, et c'est clair en plus. J'aimerais aussi rebondir sur un autre point que lui a précisé par rapport à un dénommé Franck Timis. Voilà, j'aimerais bien que vous nous éclaircissiez. Non, je ne sais pas ce qu'il a dit sur Franck. Il a créé des liens. En tout cas, c'est une création vue. Non, je vous dis, moi, mes liens avec Franck Timis. Oui, voilà. Franck Timis, je ne l'ai pas amené au Sénégal. Franck Timis était détenteur de permis de recherche dans 2 blocs au Sénégal. Sangomar 1 ou 2, je ne connais plus les noms. Depuis 2010 ou avant. En ce moment, moi, j'étais fonctionnaire en Chine. Donc, ce n'est pas Aliou Sall
qui ait donné des permis à Franck Timis. Et ce n'est pas Aliou Sall qui a amené Franck Timis au Sénégal. Ça aussi, il faut qu'on le précise. Franck Timis est présent au Sénégal depuis 2010 au moins et possède des permis de recherche au moins depuis 2010. Ce n'est pas Aliou Sall qui l'a amené ici. Ça aussi, la presse doit aller au fond des choses. Pour ça que la question, parce que c'est comme si, en fait, c'est comme si j'ai amené... Voilà, non, je vais l'expliquer les liens. Je connais Franck Timis parce que précisément, étant chef de la mission économique du Sénégal en Chine, on me l'a présenté parce qu'il avait des investissements au Sénégal déjà et qu'il était présent en Chine. Donc c'était aussi un peu dans mon périmètre que de connaître et d'entretenir des relations avec des gens qui opèrent déjà au Sénégal et qui sont actifs en Chine parce qu'il avait déjà des permis de recherche. En 2011, Franck Timis est revenu, cette fois-ci en étant que simple actionnaire, puisque il n'était pas le patron de PetroAsia. PetroAsia, c'est l'entreprise qui est propriétaire de Petro-Tim Limited. Donc, il était simple actionnaire, mais actionnaire minoritaire de PetroAsia. Donc, ce n'est même pas à lui qu'on a donné la licence en 2012. Mais c'est plutôt à Petro-Tim Limited, c'est-à-dire une société qui appartient à PetroAsia, dont le patron était, on a parlé de lui assez souvent, Eddie Wong. Et donc, me connaissant, Franck Timis a proposé, une fois que la société avait déjà obtenu son permis, je vous dis bien signé par Karim Wade et Abdoulaye Wade, une fois que ça a été signé, M. Franck Timis m'a proposé de représenter la société Petro-Tim Limited, puisque de toutes les façons, ces Asiatiques-là n'avaient pas la même connaissance du Sénégal que M. Franck Timis lui-même avait. C'est ça notre relation. Par la suite, PetroAsia s'est retiré. Franck Timis a repris. Et donc, il devenait mon patron, puisque je suis employé de Petro-Tim, j'étais employé de Petro-Tim Limited. Donc, c'est des liens de patron à employé. Même si je suis gérant, j'étais quand même employé à cette époque-là. Donc, c'est aussi clair et simple que cela. Et j'en profite pour préciser que non seulement l'OFNAC m'a questionné à plusieurs reprises, mais l'OFNAC avait souhaité questionner Franck Timis et c'est moi-même qui ai demandé à Franck Timis de venir répondre à l'OFNAC et il est venu répondre à l'OFNAC. Et il a fourni toute la documentation qui lui était réclamée. Ça veut dire que le Sénégal a changé parce que je crois que c'était en 2008 qu'on avait appelé un certain Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade, hein, et ça a créé la crise que vous savez. On n'avait même pas pu le convoquer devant l'Assemblée nationale, mais moi, frère de Macky Sall, on m'a convoqué devant l'OFNAC à plusieurs reprises, je suis resté plusieurs heures là-bas, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai donné la documentation, et si quelqu'un au Sénégal a des preuves que j'ai fait quelque chose d'illégal, notamment sur le plan du pétrole et même sur d'autres plans, mais il n'a qu'à l'exhiber. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et il est clair que les points focaux, c'est que le Sénégal a changé. Karim n'est pas Aliou Sall. En tout cas, Aliou Sall n'est pas Karim. Ah, d'accord. Donc, je préfère cette phrase-là. Aliou Sall n'est pas Karim. D'accord. Mais pour rebondir sur un sujet assez similaire, mais qui mérite aussi un éclaircissement, c'est par rapport à l'entreprise d'aviation. C'est l'aviation. En quoi ça mérite un éclaircissement? Vous avez déjà répondu à la question en disant que vous n'êtes actionnaire d'aucune entreprise étrangère, j'ai dit. Enregistré à l'étranger. D'accord. J'ai dit et je répète que Aliou Sall n'est actionnaire d'aucune société créée ou enregistrée à l'étranger. Ça, je suis clair et précis. Alors, au Sénégal, mon pays, j'ai quand même le droit de créer des sociétés. J'ai même le droit de créer une société qui travaille dans le nucléaire. L'avez-vous créé donc? Non, je précise, j'en viens. J'ai le droit, je dis, de créer une société qui travaille dans le nucléaire, a fortiori dans l'aviation ou dans la mécanique ou autre chose. Vous pouvez même projeter... C'est mon droit. Mais bon, donc, en fait, est-ce que vous avez créé cette mais non, j'en arrive. Donc,
c'est jouissant pleinement de ce droit que j'ai créé une société avec M. Riaz Bardaï, qui est connu dans le milieu de l'aéronautique, et M. Correa, Patrick Correa, qui est aussi un professionnel de l'évacuation sanitaire. En 2012, M. Riaz Bardaï m'a proposé de créer cette société au Sénégal, société qui est une SARL, S-A-R-L, avec un capital de 1 million francs CFA, dont je détiens, je crois, pas plus de 30%. Donc, j'ai contribué pour moins de 300 000 francs CFA. Moi, est-ce que je peux mobiliser 300 000 francs CFA ou pas? Ah, bien sûr que si. Et si j'avais quelque chose à cacher, aurais-je créé une société avec des Sénégalais, en l'occurrence Patrick Correa, chez un notaire sénégalais? En quoi cela est une révélation? Moi, je sais que quand tu crées une société chez un notaire au Sénégal, la société est enregistrée et c'est sur le site de l'APEX. Je suis étonné que des journalistes sérieux puissent brandir un document de création d'une société et dire que voilà, Aliou Sall a créé cette société. Et après, et si c'était une société sur le nucléaire, où est le problème? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a créé cette société en 2012. Cette société, que je sache, n'a jamais opéré. Pourquoi? Parce que l'objet de la société, c'était la location, principalement, des aéronefs de M. Riaz Bardaï, parce que c'est quelqu'un qui a des avions, qu'il loue pour les campagnes de lutte contre les Acridiens, pour les campagnes humanitaires ou pour des évacuations sanitaires. C'est un monsieur connu, vous pouvez aller sur Google, taper Riaz Bardaï, vous verrez. Il a souhaité faire de Dakar une plateforme où il pourrait venir mettre ses avions et la société Sahel Aviation était chargée de les exploiter. Il s'est posé un problème de législation parce qu'au Sénégal, notre loi, je ne sais pas comment on l'appelle, code douanier, précise qu'un avion qui séjourne au Sénégal plus de 6 mois doit être déclaré à la douane et doit faire l'objet d'une taxe douanière. Cette législation-là n'existe pas dans tous les pays. Et elle n'était pas conforme au business plan que nous avions. Parce que nous souhaitions parfois garder l'avion tant qu'il y avait des clients ici, parfois le retourner à Riaz Bardaï, parfois le ramener. Et donc, ça ne coïncidait pas avec le contexte juridique sénégalais. Et c'est en ce moment que tous les trois, nous avions décidé de laisser tomber cette société, dont M. Patrick Correa était le gérant. Je n'ai eu de nouvelles de la société Sahel Aviation que récemment, quand la presse a cru qu'il y avait un scoop, ça en était un scoop bidon, hein, en disant oui, il a créé Sahel Aviation. J'ai même failli dire c'est pas vrai parce que j'avais oublié même son nom. Mais où est le problème? Est-ce que Sahel Aviation, je ne crois pas que ça a opéré. Si ça a opéré, M. Patrick Correa devra me rendre compte. Parce que je n'ai jamais eu de nouvelles, je vous dis, de cette société, ni de versement de dividendes, ni même de rapport d'activité. Et M. Patrick Correa, je l'ai interpellé, il est venu me présenter les déclarations fiscales montrant chaque fois néant, c'est-à-dire aucune activité. Je lui ai demandé s'il avait un intérêt à conserver cette société, de faire les procédures nécessaires pour obtenir de moi don de toutes mes parts, puisque je n'ai jamais eu de nouvelles de cette société. Donc voilà cette histoire. Ne soyez pas surpris que demain je puisse créer une société qui parle de nucléaire, puisque c'est mon droit et je ne vais pas accepter de subir la pression d'énergumènes qui pensent que parce que je suis frère du président de la République, je n'ai pas le droit d'être actif. Vous m'introduisez dans le sujet suivant en fait, par rapport à cette considération, par rapport à la mentalité des hommes politiques d'une part, mais aussi des Sénégalais qui sont un peu influencés par la pensée des hommes politiques qui apparaissent à la télé et disent du n'importe quoi par rapport à leurs confrères. Mais j'aimerais bien savoir, quelle est cette comparaison qui existe entre vous et Karim? Pourquoi disent-ils que Macky vous, je ne sais pas comment dire ça de manière structurée, mais bon, il existe une certaine pensée qui pousserait à... C'est-à-dire que je profite du fait que Macky Sall est président. D'abord, Macky Sall, quand il venait au pouvoir en 2012, j'étais haut fonctionnaire. J'étais ministre conseiller. J'avais le grade de ministre conseiller. Chef du bureau économique du Sénégal à Pékin. Donc vous étiez dans le gouvernement?
Mais bien sûr. Et c'est en accord avec le président de la République, pour ne pas le gêner et pour justement ne pas permettre aux adversaires et autres de faire de l'amalgame, que j'ai accepté de renoncer à ma carrière de haut fonctionnaire. Aujourd'hui, je le regrette presque. Parce que je me rends compte que c'était peine perdue. C'était peine perdue. Vous vous rendez compte? Alors, et je suis sûr que restant dans le giron du gouvernement, je serai encore critiqué. Parce que même avec mon absence de l'attelage gouvernemental et des instances publiques, on a quand même dit la dynastie Sall ou Faisal, je ne sais pas quoi. Alors, a fortiori, si j'étais ministre ou directeur général ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas le droit d'être dans le secteur public et je n'ai pas le droit, apparemment, d'être dans le secteur privé. Donc, il faut que ces Sénégalais dont ils parlent, ou cette opinion dont ils parlent, qu'ils me définissent un statut. Vu que vous n'avez même pas le droit de créer d'entreprise. Je suppose que puisque je n'ai même pas le droit de créer d'entreprise, et même d'être employé, puisque je suis employé à Petrotim, j'étais employé. Il faudrait que chaque fin du mois, que j'appelle l'ERAL pour qu'on fasse une quête me permettant d'avoir des revenus pour que je fasse vivre ma famille. Puisque c'est ça leur souhait. C'est assez difficile à cerner. Mais bon, le sujet est clair et on a cerné en fait l'ensemble des problèmes et des accusations qui semblent être les attaques de personnes mal intentionnées. Donc on en conclut que vous êtes une personne visée mais qui travaille. Vu qu'au Sénégal, on n'attaque pas des gens qui sont là dans leur coin et qui font rien. Ceux qui travaillent sont attaqués. Donc on peut en conclure cela avant de passer au Wolof. Non, mais je vais dire à Abdoul Mbaye, parce qu'il faut que je réponde à Abdoul Mbaye, qui insinue qu'il avait signé, parce que Abdoul Mbaye a contresigné le décret, le fameux décret dont on parle et qui confirmait l'attribution des permis de recherche à Petrotim qu'avait fait Abdoulaye Wade et consorts. Décret signé par le président Macky Sall au mois de juin, mais contresigné par le premier ministre Abdoul Mbaye. Il ose dire que oui, il ne connaissait pas les contours de ce décret. C'est triste pour un premier ministre, de dire que je ne connaissais pas les contours. C'est malhonnête de dire cela, mais ce n'est pas surprenant, parce que lui-même est un homme malhonnête. C'est parce qu'il est malhonnête qu'il n'a pas déclaré, quand il était nommé Premier ministre, qu'il était actionnaire de certaines sociétés. Or, la loi lui interdisait d'assumer les fonctions de Premier ministre et d'administrateur de société. Et il était administrateur ou actionnaire dans certaines sociétés, y compris des sociétés minières. Et c'est parce que précisément qu'il a l'intention de s'engouffrer dans cette industrie du pétrole et autres, qu'il essaye de diaboliser les gens. Qu'il sache que moi, Aliou Sall, je ne suis pas aussi malhonnête que lui. Et je ne suis pas aussi truand que lui, puisque moi, je ne ferai jamais de faux et d'usage de faux. Lui, on l'accuse d'avoir falsifié son certificat de mariage. Ça lui vaut même qu'il ne peut pas voyager. Mais un homme aussi malhonnête, un truand comme ça, comment il peut se permettre de donner des leçons de morale? Il faut qu'on arrête au Sénégal. Voilà. J'aimerais aussi que vous rentreriez dans les fonds du problème avec votre lien avec la Banque centrale. Voilà, la banque. La Banque de Dakar. La Banque de Dakar, voilà. Oui, de la même façon que je suis fier de pouvoir dire, et je crois que l'histoire retiendra, que Aliou Sall a participé à l'aventure de la découverte de gaz au Sénégal. J'en suis fier et l'histoire va le retenir. De la même façon que je suis fier d'avoir amené des investisseurs qui ont créé une banque au Sénégal qui s'appelle Banque de Dakar, qui travaille correctement et qui a investi dès le départ près de 20 milliards de francs CFA, qui utilise aujourd'hui un peu moins d'une centaine de cadres sénégalais. Vraiment, ça, j'en suis fier. Maintenant, de la même façon que c'est mensonger de dire que je suis actionnaire de Petrotim, c'est faux de dire que je suis actionnaire de Banque de Dakar. Je ne suis actionnaire
d'aucune société financière, ni au Sénégal, ni ailleurs. Je n'ai aucun compte bancaire actif à l'étranger. Depuis que j'ai quitté la France en 2005, j'avais des comptes là-bas en tant qu'étudiant. On ne peut pas vivre en France si on n'a pas de compte. Depuis 2005, ces comptes n'étaient plus actifs, ne sont plus actifs. Depuis que j'ai quitté la Chine en 2012, mes comptes que j'avais à la Bank of China ne sont plus actifs. Et non seulement je n'ai pas de compte à l'étranger, mais je n'ai aucun actif. C'est-à-dire que je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas de maison, je n'ai rien qui soit à l'étranger. Tout ce que j'ai, c'est ici au Sénégal. Donc, si quelqu'un dans ce monde est en mesure de démontrer que j'ai un actif quelque part sous forme d'action ou de biens immobiliers ou de compte bancaire, il n'a qu'à l'exhiber. Mais comme je vous le dis, ça n'arrivera pas parce que c'est totalement faux. Ceci dit, je suis fier d'avoir encouragé des investisseurs étrangers à venir s'implanter au Sénégal et de pouvoir travailler avec eux. C'est aussi simple que ça. D'accord. Maintenant, votre dernier mot par rapport au fait d'actualité et tout ça. Un message que vous voudriez lancer à tous ces détracteurs et tous ces... Moi, ce que je veux dire, c'est que... Une réponse claire et concise, en fait. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai tardé même à réagir. Parce que je considère que les Sénégalais sont des gens intelligents, capables de discernement. Ce n'est pas parce que les mensonges ont été habilement montés que les Sénégalais vont gober tout ce qu'on leur dit. Le plus important, c'est de dire de la façon la plus nette et la plus absolue que moi, Aliou Sall, je suis un citoyen honnête, que je ne bénéficie d'aucun privilège de la part du gouvernement du Sénégal et que je tiens à travailler et à rester digne en tant que travailleur et personne ne réussira à m'intimider pour m'empêcher de m'épanouir. Pour l'éducation, pour la santé, il n'y a aucun autre gouvernement qui ait réussi à le faire depuis l'indépendance. Donc, et ce que je dis là, c'est valable pour beaucoup d'autres secteurs, dans les infrastructures, etc., etc. On a multiplié par 10 ou même plus toutes les réalisations jamais faites par un gouvernement au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire pour une opposition? C'est de se comporter en spécialiste des scénarios. Ils ont modélisé un scénario digne de Hollywood ou de Bollywood, créant des histoires mais totalement rocambolesques, et en essayant de les faire passer pour une réalité alors qu'il n'en est rien. C'est malsain, c'est dangereux pour le Sénégal et c'est triste pour la démocratie sénégalaise. Mais je voudrais dire aussi, je sais qu'en le disant, je vais encore me faire attaquer, mais je pars du fait que je ne peux pas être plus attaqué qu'actuellement. La presse a une responsabilité. Mes confrères ne peuvent pas se permettre, depuis 3 ans, de s'arrêter sur une question qui a été élucidée, mais sur laquelle ils reviennent toujours. Aliou Sall a une part du pétrole du Sénégal. Alors que ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas pourquoi un journaliste ne prend pas la responsabilité d'aller chercher l'information et de dire non, ce n'est pas vrai, ou de démontrer que c'est vrai, mais en exhibant quand même une preuve. Mais ce n'est pas responsable pour la presse de continuer à agiter une question depuis 3 ans sans aucune nouveauté, sans aucune information nouvelle. Ça aussi, je crois que c'est de notre responsabilité de journaliste et c'est dommage, ce n'est pas fait. Voilà, donc pour cette question-là, je pense qu'on a cerné le problème, mais il s'agirait de nous éclaircir par rapport à ces affirmations. Parce que les chiffres 90 milliards et 22 milliards ne sortent pas du néant. Oui, ça, je pense personnellement que c'est des chiffres qu'il a posés parce qu'il savait des choses. Vous voyez, vous-même vous dites... Nous voulons des éclaircissements par rapport à cela. Vous-même vous dites, vous pensez. Voilà, c'est une pensée. C'est une pensée. Qui est loin d'être subjective. Donc votre pensée a beau être noble, mais elle n'est qu'une pensée. Bien sûr. Moi, comme vous avez dit, vous m'exigez des faits. Mais il faut exiger à ce monsieur-là, à ce comique, il faut exiger de sa part, mais de démontrer en quoi moi, pauvre Aliou Sall,
je puis devoir 90 milliards ou 22 milliards à l'État du Sénégal. C'est de l'affabulation. Ce monsieur est un comique. Je ne crois pas qu'il y ait au Sénégal une société qui paye 90 milliards au fisc. Le fisc gagne environ annuellement dans les 900 000 milliards. Alors comment un pauvre Aliou Sall peut devoir 90 milliards au fisc? C'est même pas sérieux. Je comprends. D'abord, en ce qui me concerne, je suis propre par rapport au fisc. Je déclare mes revenus. Je veux dire des revenus non salariés. Puisque sur le salaire, la fiscalité, elle est défalquée depuis le départ. Donc, je déclare mes revenus depuis 2008. Parce que c'est depuis 2008 que je suis propriétaire immobilier, que je loue mes biens et que je gagne de l'argent en dehors du salaire. Depuis ce moment, je déclare mes revenus et je paye mes impôts. S'il y a un problème sur ma situation fiscale personnelle, mais on n'a qu'à le dire, puisqu'il a accès aux informations. Et lui, il s'est fait le spécialiste de la divulgation de l'information concernant les contribuables. Mais il n'a qu'à exhiber mon dossier personnel, parce que j'ai quand même un dossier aux impôts et domaines. Mais il essaie de faire de l'amalgame entre Aliou Sall et des sociétés qui opèrent, premièrement. Deuxièmement, même pour ces sociétés, qu'il s'agisse de Petrotim ou de ses héritières, puisque Petrotim a transféré ses droits et charges à Timis Corporation, ensuite à Cosmos, pour certaines de ses charges. Il n'y a pas de fiscalité, pour la simple raison que le Code pétrolier du Sénégal, qui date d'avant Abdoulaye Wade, je ne parle même pas de Macky Sall, précise que les sociétés qui sont actives, qui sont détentrices de permis de recherche en hydrocarbures, sont exonérées de toute taxe et impôt. Ça, c'est écrit clairement. Et même les différentes modifications de textes qui ont suivi après ont toujours précisé que les sociétés qui avaient été détentrices de ces permis auparavant, avant ces réformes, maintiennent leurs privilèges. Et comme je le dis, il ne s'agit pas de droits qui nous est donnés, qui ont été donnés par Macky Sall ou même par Abdoulaye Wade. C'est des droits qui sont donnés par le Code pétrolier, c'est-à-dire par la loi sénégalaise. Et donc, puisque la loi exonère ces sociétés, je ne vois pas comment ces sociétés vont devoir 90 milliards. Pour quelqu'un qui se dit spécialiste, qui est inspecteur, je crois, des impôts, et je préfère être gentil et croire qu'il connaît. Mais s'il connaît, ça veut dire que c'est le plus... Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Nous vous remercions d'abord pour votre disponibilité, l'ouverture et aussi l'accessibilité. Tout d'abord, je me présente, Liwas Laïchao, de l'ERAL. En fait, pour commencer, la première question va être centrée par rapport à l'affaire Petrotim. Vous pourrez avoir l'occasion de nous éclairer sur les affirmations de M. Sonko et aussi de ces accusations qui n'ont pas été... Il n'y est pas allé de main morte en tout cas. Il a dit que vous devez 90 milliards au fisc ainsi que 22 milliards qui n'ont jamais atterri dans les caisses de l'État. Nous attendons quelques éclaircissements par rapport à ça. Ensuite, nous rebondirons sur une autre entreprise qu'on dit que vous possédez, qu'il s'agit d'une entreprise d'aviation par rapport à Patrick Correa, etc. Vous nous expliquerez par rapport à tout ça. Et ensuite, par rapport aux transactions d'exploitation des blocs pétroliers Saloum, Onshore, et Sénégal Sud, etc. Voilà. Et ensuite, par rapport à tout ça, vous pourrez éclaircir sur les points que vous considérez, voilà, qui nécessiteront un éclaircissement. D'abord, sur l'affaire Petrotim, que pouvez-vous nous dire? Ce que je voudrais dire sur l'affaire Petrotim, c'est que il y a des questions essentielles. La première question, c'est est-ce que je suis actionnaire de Petrotim ou est-ce que je suis actionnaire d'une quelconque société travaillant dans les hydrocarbures, à savoir le gaz ou le pétrole? La réponse, elle est non. Je suis actionnaire ni de Petrotim, ni d'aucune autre société au monde travaillant dans les hydrocarbures,
que ce soit dans la recherche, l'exploitation, la production ou la distribution de pétrole. N'étant donc actionnaire d'aucune société, je ne peux pas non plus être actionnaire de Petrotim, cela va sans dire. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai montré l'acte de création de Petrotim Sénégal, dans lequel acte il est mentionné clairement mon statut d'administrateur, c'est-à-dire de celui qui gère. Dans cet acte, il est aussi mentionné clairement que la société Petrotim Sénégal est la filiale appartenant à 100% à la société Petrotim Limited, qui, elle, est détentrice des blocs de Kayar Offshore Profond et Saint-Louis Offshore Profond. Mais malgré le fait que j'ai montré cet acte, qui est un acte notarié, le notaire, il s'appelle Maître Moussa Mbaké. Il a pignon sur rue, son adresse est ici à Ponty. En tant que notaire qui a créé cette société, il peut quand même apporter un éclairage. Les gens n'ont qu'à aller le voir. Mais malgré le fait que j'ai montré cet acte, mes accusateurs continuent d'insinuer que je suis actionnaire. Cela démontre que ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité. C'est un acharnement contre ma personne et un acharnement contre la gouvernance du président Macky Sall. Acharnement dont le seul but est de dire que voilà, Abdoulaye Wade avait son Karim Wade, Macky Sall a son Aliou Sall. Je voudrais dire solennellement ici qu'il n'en est rien, que je ne suis pas actionnaire de Petrotim, ni d'une quelconque autre société travaillant dans l'hydrocarbure au Sénégal ou à l'international. Ceci dit, je dois quand même rappeler un fait important sur lequel la presse se tait et mes accusateurs se taisent. C'est que les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et de Kayar Offshore Profond ont été octroyés à la société Petrotim Limited par le ministre d'État Karim Wade et le président de la République Abdoulaye Wade. Ça aussi, j'ai montré les documents, mais personne ne semble s'y intéresser. Il y a donc, je crois, manifestement une intention de nuire et une intention de diaboliser une personne, mais cette intention-là ne coïncide avec aucune réalité. Je vois dans votre argumentaire que par rapport à ces accusations-là, leur seule motivation, c'est de nuire à votre personne. Donc vous placez dans ce cadre des politiciens qui sont ciblés par d'autres politiciens ou bien par d'autres personnes qui veulent seulement nuire à votre réputation. Maintenant, il serait important de montrer quelles sont les réelles motivations par rapport au vrai visage de ces personnes-là. Non, mais c'est ce que je dis. C'est des politiciens qui n'ont plus d'argument. Parce que quel peut être l'argument contre un gouvernement? C'est des problèmes de performance économique ou des problèmes sociaux. Mais sur l'économie, le gouvernement de Macky Sall est imbattable. Il est démontré et tout le monde l'accepte qu'on a une croissance économique qu'on n'a jamais égalée dans ce pays. Au plan social, le gouvernement est imbattable. Ce que le gouvernement de Macky Sall a fait pour les malhonnêtes des Sénégalais. Et sa seule intention, c'est effectivement, comme il le dit en privé, c'est de se donner de la surface, du volume, pour apparaître comme un homme politique crédible, parce que j'ai eu dire qu'au gré d'une discussion, quand les gens ont évoqué l'élection de 2019, il a dit c'est tant mieux, parce que 2019, ça me donne le temps de me préparer et d'être un candidat sérieux. Donc Sonko, comme il l'a dit et il le répète dans des conférences de presse, c'est un homme politique. Et tout ce qu'il fait, c'est dans le cadre politique. Et il faut comprendre ce qu'il dit, les sottises qu'il développe, comme étant simplement de déclarations politiciennes. Et c'est triste. Je ne suis même pas sûr qu'il est aussi propre que moi au plan fiscal. Il faut qu'il déclare son patrimoine et qu'il explique d'où est-ce qu'il a pris ce patrimoine. Parce que nous en connaissons un peu de son patrimoine, y compris son patrimoine immobilier. Et je ne crois pas que ses revenus de fonctionnaire lui permettent d'avoir ce patrimoine. En tout cas, moi, je suivrai cette question de la même façon que d'autres citoyens sont allés porter plainte contre moi à l'OFNAC. L'OFNAC m'a convoqué à plusieurs reprises et j'ai répondu à toutes les questions. Et non seulement j'ai répondu aux questions de l'OFNAC sur mon patrimoine,
Mais à chaque fois, j'ai exhibé les documents qui prouvaient que mes revenus couvrent largement mon maigre patrimoine. Donc, M. Sonko, je l'invite, puisque c'est un soi-disant champion de la transparence, de faire une déclaration sur son patrimoine et surtout après, de justifier comment il a pu obtenir ce patrimoine. Par rapport à cette, j'ai cru entendre une forme d'accusation par rapport à M. Sonko, par rapport à son manque de transparence, par rapport aux accusations qu'il vous fait. Non, je pose une question. Après avoir répondu, j'ai quand même répondu à ces accusations. Mais je dis, puisque par rapport à son patrimoine, lui-même, c'est un champion de la transparence, la moindre des choses voudrait que M. Sonko déclare son patrimoine, et précisément son patrimoine immobilier. Je n'aimerais pas légiférer sur ce sujet-là, mais j'ai cru entendre un soubassement de son patrimoine n'est pas clair. Je soupçonne. Voilà, j'aimerais que vous approfondissez. Non, je dis que je soupçonne que Sonko se soit enrichi, mais de façon très floue. Parce que vous savez très bien, pour avoir la prétention de se positionner comme un candidat à la présidentielle, il faut avoir pas forcément des sous, mais il faut avoir une certaine crédibilité. Soit il est soutenu par d'autres gens, soit ce monsieur-là, il est assez riche et pense que cette richesse peut lui permettre de faire campagne. Et c'est pourquoi il a son parti politique, c'est tout à fait normal. Mais avant d'accuser les gens, il faut que lui-même il déclare c'est quoi son patrimoine. D'accord, je vois bien. C'est simple. Bien sûr, et c'est clair en plus. J'aimerais aussi rebondir sur un autre point que lui a précisé par rapport à un dénommé Franck Timis. Voilà, j'aimerais bien que vous nous éclaircissiez. Non, je ne sais pas ce qu'il a dit, Franck. Il a créé des liens. En tout cas, c'est une création. Non, je vous dis, moi, mes liens avec Franck Timis. Oui, voilà. Franck Timis, je ne l'ai pas amené au Sénégal. Franck Timis était détenteur de permis de recherche dans 2 blocs au Sénégal. Sangomar 1 ou 2, je ne connais plus les noms. Depuis 2010 ou avant. En ce moment, moi, j'étais fonctionnaire en Chine. Donc, ce n'est pas Aliou Sall qui ait donné des permis à Franck Timis. Et ce n'est pas Aliou Sall qui a amené Franck Timis au Sénégal. Ça aussi, il faut qu'on le précise. Franck Timis est présent au Sénégal depuis 2010 au moins. Et possède des permis de recherche au moins depuis 2010. Ce n'est pas Aliou Sall qui l'a amené ici. Ça aussi, la presse doit aller au fond des choses. Pour ça que la question, parce que c'est comme si, en fait, c'est comme si j'ai amené... Voilà, non, je vais l'expliquer les liens. Je connais Franck Timis parce que précisément, étant chef de la mission économique du Sénégal en Chine, on me l'a présenté parce qu'il avait des investissements au Sénégal déjà et qu'il était présent en Chine. Donc c'était aussi un peu dans mon périmètre que de connaître et d'entretenir des relations avec des gens qui opèrent déjà au Sénégal et qui sont actifs en Chine parce qu'il avait déjà des permis de recherche. En 2011, Franck Timis est revenu, cette fois-ci en étant que simple actionnaire, puisque il n'était pas le patron de PetroAsia. PetroAsia, c'est l'entreprise qui est propriétaire de PetroTeam Limited. Donc, il était simple actionnaire, mais actionnaire minoritaire de PetroAsia. Donc, ce n'est même pas à lui qu'on a donné la licence en 2012. Mais c'est plutôt à PetroTeam Limited, c'est-à-dire une société qui appartient à PetroAsia, dont le patron était, on a parlé de lui assez souvent, Eddie Wong. Et donc, me connaissant, Franck Timis a proposé une fois un plan que nous avions. Parce que nous souhaitions parfois garder l'avion tant qu'il y avait des clients ici, parfois le retourner à Rias Bardaï, parfois le ramener. Et donc, ça ne coïncidait pas avec le contexte juridique sénégalais. Et c'est en ce moment que tous les trois, nous avions décidé de laisser tomber cette société, dont M. Patrick Correa était le gérant. Je n'ai eu de nouvelles de la société Sahel Aviation que récemment, quand la presse a cru qu'il y avait un scoop, ça en était un scoop bidon, hein, en disant oui, il a créé Sahel Aviation. J'ai même failli dire c'est pas vrai parce que j'avais oublié même son nom. Mais où est le problème?
Est-ce que Sahel Aviation, je ne crois pas que ça a opéré. Si ça a opéré, M. Patrick Correa devra me rendre compte. Parce que je n'ai jamais eu de nouvelles, je vous dis, de cette société. Ni de versement de dividendes, ni même de rapport d'activité. Et M. Patrick Correa, je l'ai interpellé. Il est venu me présenter les déclarations fiscales montrant chaque fois néant, c'est-à-dire aucune activité. Je lui ai demandé s'il avait un intérêt à conserver cette société, de faire les procédures nécessaires pour obtenir de moi don de toutes mes parts, puisque je n'ai jamais eu de nouvelles de cette société. Donc voilà cette histoire. Ne soyez pas surpris que demain je puisse créer une société qui parle de nucléaire, puisque c'est mon droit et je ne vais pas accepter de subir la pression d'énergumènes qui pensent que parce que je suis frère du président de la République, je n'ai pas le droit d'être actif. Vous m'introduisez dans le sujet suivant, en fait, par rapport à cette considération, par rapport à la mentalité des hommes politiques d'une part, mais aussi des Sénégalais qui sont un peu influencés par la pensée des hommes politiques qui apparaissent à la télé et disent du n'importe quoi par rapport à leurs confrères. Mais j'aimerais bien savoir, quelle est cette comparaison qui existe entre vous et Karim? Pourquoi disent-ils que Macky vous, je ne sais pas comment dire ça de manière structurée, mais bon, il existe une certaine pensée qui pousserait à... C'est-à-dire que je profite du fait que Macky Sall est président. D'abord, Macky Sall, quand il venait au pouvoir en 2012, j'étais haut fonctionnaire. J'étais ministre conseiller. J'avais le grade de ministre conseiller. Chef du bureau économique du Sénégal à Pékin. Donc vous étiez dans le gouvernement. Mais bien sûr. Et c'est pour, en accord avec le président de la République, pour ne pas le gêner. Et pour justement ne pas permettre aux adversaires et autres de faire de l'amalgame, que j'ai accepté de renoncer à ma carrière de haut fonctionnaire. Aujourd'hui, je le regrette presque. Parce que je me rends compte que c'était peine perdue. C'était peine perdue. Vous vous rendez compte? Alors, si et je suis sûr que restant dans le giron du gouvernement, je serai encore critiqué. Parce que même avec mon absence de l'attelage gouvernemental et des instances publiques, on a quand même dit la dynastie Sall ou Faisal, je ne sais pas quoi. Alors, a fortiori, si j'étais ministre ou directeur général ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas le droit d'être dans le secteur public et je n'ai pas le droit, apparemment, d'être dans le secteur privé. Donc, il faut que ces Sénégalais dont ils parlent, ou cette opinion dont ils parlent, qu'ils me définissent un statut. Vu que vous n'avez même pas le droit de créer d'entreprise. Je suppose que puisque je n'ai même pas le droit de créer d'entreprise, et même d'être employé, puisque je suis employé à Petrotim, j'étais employé. Il faudrait que chaque fin du mois, que j'appelle l'ERAL pour qu'on fasse une quête me permettant d'avoir des revenus pour que je fasse vivre ma famille. Puisque c'est ça leur souhait. C'est assez difficile à cerner. Mais bon, le sujet est clair et on a cerné en fait l'ensemble des problèmes et des accusations qui semblent être les attaques de personnes mal intentionnées. Donc on en conclut que vous êtes une personne visée mais qui travaille. Vu qu'au Sénégal, on n'attaque pas des gens qui sont là dans leur coin et qui font rien. Ceux qui travaillent sont attaqués. Donc on peut en conclure cela avant de passer au Wolof. Non, mais je vais dire à Abdoul Mbaye, parce qu'il faut que je réponde à Abdoul Mbaye, qui insinue qu'il avait signé, parce que Abdoul Mbaye a signé contresigné le décret, le fameux décret dont on parle et qui confirmait l'attribution des permis de recherche à Petrotim qu'avait fait Abdoulaye Wade et consorts. Décret signé par le président Macky Sall au mois de juin, mais contresigné par le premier ministre Abdoul Mbaye. Il ose dire que oui, il ne connaissait pas les contours de ce décret. C'est triste pour quelqu'un, pour un premier ministre, de dire que je ne connaissais pas les contours. C'est malhonnête de dire cela, mais ce n'est pas surprenant parce que lui-même est un homme malhonnête. C'est parce qu'il est malhonnête qu'il n'a pas déclaré, quand il était nommé Premier ministre, qu'il était actionnaire de certaines sociétés. Or, la loi lui interdisait d'assumer les fonctions de Premier ministre et d'administrateur de société. Et il était administrateur ou actionnaire dans ça. Que la société avait déjà obtenu son permis, je vous dis bien signé,
par Karim Wade et Abdoulaye Wade, une fois que ça a été signé, M. Franck Timis m'a proposé de représenter la société Petro-Tim Limited, puisque de toutes les façons, ces Asiatiques-là n'avaient pas la même connaissance du Sénégal que M. Franck Timis lui-même avait. C'est ça notre relation. Par la suite, PetroAsia s'est retiré. Franck Timis a repris. Et donc, il devenait mon patron. Puisque je suis employé de Petro-Tim, j'étais employé de Petro-Tim Limited. Donc, c'est des liens de patron à employé. Même si je suis gérant, j'étais quand même employé à cette époque-là. Donc, c'est aussi clair et simple que cela. Et j'en profite pour préciser que non seulement l'OFNAC m'a questionné à plusieurs reprises, mais l'OFNAC avait souhaité questionner Franck Timis et c'est moi-même qui ai demandé à Franck Timis de venir répondre à l'OFNAC et il est venu répondre à l'OFNAC. Et il a fourni toute la documentation qui lui était réclamée. Ça veut dire que le Sénégal a changé parce que je crois que c'était en 2008 qu'on avait appelé un certain Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade, hein, et ça a créé la crise que vous savez. On n'avait même pas pu le convoquer devant l'Assemblée nationale, mais moi, frère de Macky Sall, on m'a convoqué devant l'OFNAC à plusieurs reprises. Je suis resté plusieurs heures là-bas. J'ai répondu à toutes les questions, j'ai donné la documentation. Et si quelqu'un au Sénégal a des preuves que j'ai fait quelque chose d'illégal, notamment sur le plan du pétrole et même sur d'autres plans, mais il n'a qu'à l'exhiber. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et il est clair que les points focaux, c'est que le Sénégal a changé. Karim n'est pas Aliou Sall. En tout cas, Aliou Sall n'est pas Karim. Ah, d'accord. Donc, je préfère cette phrase-là. Aliou Sall n'est pas Karim. D'accord. Mais pour rebondir sur un sujet assez similaire, mais qui mérite aussi un éclaircissement, c'est par rapport à l'entreprise d'aviation. C'est l'aviation. En quoi ça mérite un éclaircissement? Vous avez déjà répondu à la question en disant que vous n'êtes actionnaire d'aucune entreprise étrangère, j'ai dit. Enregistré à l'étranger. D'accord. J'ai dit et je répète que Aliou Sall n'est actionnaire d'aucune société créée ou enregistrée à l'étranger. Ça, je suis clair et précis. Alors, au Sénégal, mon pays, j'ai quand même le droit de créer des sociétés. Je suis même, j'ai même le droit de créer une société qui travaille dans le nucléaire. L'avez-vous créé donc? Non, je précise, j'en viens. J'ai le droit, je dis, de créer une société qui travaille dans le nucléaire, a fortiori dans l'aviation ou dans la mécanique ou autre chose. Vous pouvez même projeter... C'est mon droit. Mais bon, donc, en fait, est-ce que vous avez créé cette mais non, j'en arrive. Donc, c'est jouissant pleinement de ce droit que j'ai créé une société avec M. Riaz Bardaï, qui est connu dans le milieu de l'aéronautique, et M. Correa, Patrick Correa, qui est aussi un professionnel de l'évacuation sanitaire. En 2012, M. Riaz Bardaï m'a proposé de créer cette société au Sénégal, société qui est une SARL, S-A-R-L, avec un capital de 1 million francs CFA, dont je détiens, je crois, pas plus de 30%. Donc, j'ai contribué pour moins de 300 000 francs CFA. Moi, est-ce que je peux mobiliser 300 000 francs CFA ou pas? Ah, bien sûr que si. Et si j'avais quelque chose à cacher, aurais-je créé une société avec des Sénégalais, en l'occurrence Patrick Correa, chez un notaire sénégalais? En quoi cela est une révélation? Moi, je sais que quand tu crées une société chez un notaire au Sénégal, la société est enregistrée et c'est sur le site de l'APEX. Je suis étonné que des journalistes sérieux puissent brandir un document de création d'une société et dire que voilà, Aliou Sall a créé cette société. Et après, et si c'était une société sur le nucléaire, où est le problème? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a créé cette société en 2012. Cette société, que je sache, n'a jamais opéré. Pourquoi? Parce que l'objet de la société, c'était la location, principalement, des aéronefs de M. Riaz Bardaï, parce que c'est quelqu'un qui a des avions, qu'il loue pour les campagnes de lutte contre les acridien, pour les campagnes humanitaires ou pour des évacuations sanitaires. C'est un monsieur connu, vous pouvez aller sur Google, taper Riaz Bardaï, vous verrez. Il a souhaité faire de Dakar une plateforme où il pourrait venir mettre ses avions et la société Sahel Aviation était chargée de les exploiter.
il s'est posé un problème de législation. Parce qu'au Sénégal, notre loi, je ne sais pas comment on l'appelle, code douanier, précise qu'un avion qui séjourne au Sénégal plus de 6 mois doit être déclaré à la douane et doit faire l'objet d'une taxe douanière. Cette législation-là n'existe pas dans tous les pays. Et elle n'était pas conforme au business